Pour le peu que tu as acheté un truc bien placé mais qui était en ruine, en fonction de l'emplacement, tu n'as même pas besoin de faire une rénovation haut de gamme. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, j'espère que tout se passe super bien pour vous. Les amis, on est sur le dernier sprint final. J'espère que la majorité de vos objectifs que vous étiez fixés en début d'année, j'espère que ça se concrétise, vraiment. Les amis, aujourd'hui, un petit épisode pour essayer de remonter un peu le moral à la population. Aujourd'hui, un épisode consacré sur pourquoi il est toujours intéressant, pourquoi c'est toujours un très bon investissement d'investir dans les biens locatifs alors que les taux d'intérêt augmentent. Il faut savoir que l'un des outils les plus précieux dont disposent les investisseurs en France, notamment en immobilier, c'est le prêt à taux fixe, qui peut aller jusqu'à 30 ans. Ce que je ne vous recommande pas, mais qui peut aller jusqu'à 30 ans. Étonnamment, ce style de prêt, c'est quand même un prêt, on va dire, entre guillemets, élitiste par rapport à ce qui est généralement offert dans d'autres pays. La plupart des pays ont tendance à offrir des prêts à taux variables ou des taux renégociables. Et ce type de prêt, ils présentent tous un risque qui est inhérent avec la potentielle d'une hausse qui est inattendue des taux d'intérêt, par exemple. Et donc, non seulement les prêts bancaires à taux fixe sont d'excellents outils pour permettre aux investisseurs d'éviter ces hausses de taux qui sont inattendues au cours de leur investissement, mais il y a aussi des périodes notables où les taux d'intérêt ont été extrêmement bas, extraordinairement bas même, ce qui, lorsque vous en avez profité, rend le coût d'emprunt presque gratuit, insignifiant. Moi, je me souviens, il y a quoi, il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, j'ai eu un taux sur 20 ans, 0,91. 0,91. C'est insensé. Mais que se passe-t-il lorsque ces taux d'intérêt augmentent, potentiellement à des niveaux que la plupart d'entre nous n'ont jamais vus? Je vous parle des taux à 5, 6, 7%. Il faut savoir que les derniers taux à plus de 6% étaient il y a très très longtemps. Il y a seulement les plus anciens d'entre nous qui ont connu ces taux. Mais ils ont existé. Ils étaient là. Il faut savoir aussi que dans d'autres pays, nous, on est quand même relativement bien lotis parce qu'à l'heure actuelle, il y a des pays où les taux bancaires se trouvent aux alentours de 14%. Et 14%, c'est juste immense. Immense. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque ces taux d'intérêt augmentent? Eh ben, on va voir des remboursements, des paiements mensuels de prêts qui sont, en fonction de la hausse, sensiblement, voire beaucoup plus élevés en fonction de l'augmentation des taux, et ce qui va automatiquement affecter nos rendements en termes de trésorerie, en termes de cash flow. Mais est-ce que ça signifie qu'il est temps de peut-être lever le pied ou d'arrêter totalement l'investissement dans l'immobilier, notamment l'immobilier locatif? Comment est-ce qu'on peut contrer ces taux d'intérêt qui sont plus élevés pour essayer de rester rentable? Parce qu'on cherche à rester, on cherche la rentabilité sur un projet. Et donc la meilleure façon de juger ça, ça va être de comprendre comment réellement l'immobilier locatif nous permet de gagner de l'argent. Vous savez, il y a des facteurs qu'on peut contrôler dans un bien locatif pour essayer d'optimiser son rendement, ses bénéfices. Et ça va être de savoir quoi rechercher concrètement dans un bien locatif. Parce qu'on n'achète pas en période où les taux bancaires sont élevés, on ne cherche pas à acheter la même chose. Tu ne peux pas te permettre d'acheter du clé en main là où tu vas griller ta capacité d'endettement à coup sûr. Donc, nous, on va essayer de trouver des aspects d'un bien locatif pour nous aider à préparer la meilleure opération, pour avoir les meilleures chances de cash flow. Tout ça malgré un remboursement mensuel plus élevé. Déjà, premièrement, il faut savoir que
l'une des choses dont vous devez absolument vous souvenir, c'est que le locatif, en général, c'est des investissements à long terme. Bien sûr, il y a certaines personnes qui vont vouloir prendre un profit rapide, notamment grâce à des améliorations, faire de la rénovation, etc., rajouter des pièces, etc., puis de conclure rapidement, le revendre. Ça existe. Mais il y a d'autres personnes, comme moi, qui vont chercher à conclure des deals à cash flow positif, plus ou moins importants dès le début. Moi, ma stratégie, c'est d'acheter pour me dégager du cash, tout de suite. Ce cash, je le réinvestis, etc., etc. Néanmoins, vous devez vous souvenir qu'en règle générale, l'immobilier locatif, on est sur des profits à long terme. Et je vous dis ça parce que le problème, c'est que souvent, lorsqu'on analyse les chiffres d'une opération locative, nous, on va uniquement se concentrer sur les chiffres qui apparaissent maintenant, sur le cash généré, là, tout de suite, lorsqu'on fait cette opération. Et il est facile d'oublier que le cash flow projeté dans le futur, c'est simplement ce qui est projeté aujourd'hui. Ce nombre ne va pas tenir compte des augmentations de loyer qu'on va pouvoir faire au fil du temps. On va pourtant conserver un remboursement mensuel fixe, parce qu'on va bénéficier d'un taux fixe. On va également prendre de l'appréciation. On va également avoir une demande supérieure et on va aussi avoir cette inflation. Et tous ces facteurs, ils vont changer continuellement l'aspect de notre investissement, espérons-le pour le mieux. Parce qu'effectivement, si tu es dans un secteur où la demande est plus élevée, il y a de moins en moins de biens en vente sur ton secteur, etc., normalement, ton bien va prendre un peu de valeur. Normalement. Maintenant, si tu es dans une ville, je ne sais pas, imaginons que tu avais une industrie qui était l'employeur de la région, et cette industrie ferme, ça sent pas bon, tu vois. Il y a quand même plus de chances que ton immobilier va baisser que le contraire. Donc on va revoir un peu la base. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec du locatif? Juste avant ça, je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge un petit peu sèche. Profitez-en les amis pendant que je bois pour aller noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez laisser aussi le petit commentaire qui fait plaisir. Aidez-moi tout simplement à référencer ce podcast dans le top 5 des podcasts immobiliers. Je compte sur votre soutien les amis, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir de vous produire du contenu toutes les semaines. Alors, on reprend l'épisode. C'est quoi les 5 façons qui nous permettent de gagner de l'argent avec l'immobilier locatif? Le premier, c'est le flux de trésorerie, le fameux cash flow. Le deuxième, ça va être l'appréciation du bien. Le troisième, ça va être tout ce qui est avantages fiscaux en fonction de votre choix. En fonction, bien sûr, il y en a des plus intéressants que d'autres. Tout va dépendre de votre situation personnelle. Le quatrième, ça va être les capitaux propres qui sont constitués par le remboursement tous les mois de votre prêt. Tous les mois, vous remboursez du capital. Tous les mois, vous devez de plus en plus riche. Et 5, c'est la couverture contre l'inflation. Parce que l'immobilier, c'est connu et reconnu. C'est une façon de se protéger de l'inflation. Il y a très peu de chances que si tu gardes tes 100 000 euros sur ton compte, que dans 20 ans, tes 100 000 euros valent toujours 100 000 euros. Alors qu'avec l'immobilier, si tu mets tes 100 000 euros dans une maison, il y a normalement très peu de chances que ton immobilier ait perdu de la valeur. Au contraire. Donc, lorsque tu comprends un peu les détails de chacune de ces 5 façons, tu deviens non seulement plus averti sur le pouvoir qu'est l'immobilier locatif à long terme, plutôt qu'à court terme, mais aussi tu commences à réaliser que, au final, peut-être que le taux d'intérêt supérieur de quelques points, par rapport à ce que tu es habitué, bien sûr, peut-être que ça n'a probablement pas une place si importante. Mais là, vous me dites, ok Anthony, mais ce que tu es en train de me dire, c'est un peu de la spéculation en fait. Par exemple, mon remboursement de prêt plus élevé va augmenter mon risque parce que ça réduit mon cash flow. Et oui, c'est vrai. Mais un investisseur est là pour jouer avec les règles qui sont là, actuelles, les règles en vigueur. Ce que tu vas faire, c'est 2 choses. La première chose, c'est apprendre à équilibrer ces centres de profit. Les 5 choses que je viens de vous citer, c'est ce que j'appelle les centres de profit.
Si vos cash flows sont en baisse, ce qui se produit automatiquement et mathématiquement avec un taux d'intérêt plus élevé, bah recherchez d'autres centres de profit avec un plus gros potentiel. Peut-être que vous achetez dans une zone de forte demande, de sorte que bah, vous pourrez peut-être spéculer ouais, sur le potentiel d'appréciation qui est plus élevé. Ou peut-être investissez-vous pendant une période d'inflation extrêmement élevée. Et bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans cette situation? Et pensez un peu ces 5 centres de profit. Imaginez que c'est un graphique à barres. Si tu bouges l'un, il faut automatiquement il y en a un autre qui augmente. Plus comment dire, il y a certaines barres qui peuvent être plus élevées que d'habitude. Maintenant, il faut juste regarder que tout soit à l'équilibre. Parce que si l'un baisse, il faut qu'il y en ait un autre qui monte. Parce que effectivement, si rien ne va, si tout baisse, là, effectivement, c'est un problème. Là, c'est un problème. Faut même pas s'investir là-dedans ou faut chercher à le vendre tout de suite, avant que ce soit trop la catastrophe. Et la deuxième chose sur laquelle on peut appuyer, c'est l'emplacement et la demande. Tout comme dans l'exemple qu'on vient de prendre, l'une des clés de l'investissement dans du locatif, c'est l'emplacement. Vous savez, ce fameux adage, emplacement, emplacement, emplacement. Parce qu'effectivement, le bon emplacement va te permettre d'augmenter cette barre d'appréciation. Pour le peu que tu as acheté un truc bien placé mais qui était en ruine et que tu le refais. Et des fois, en fonction de l'emplacement, tu n'as même pas besoin de faire une rénovation haut de gamme. Moi, je le vois sur mon secteur. Alors, ça s'est quand même vachement démocratisé ces dernières années. On voit quand même des biens en location de meilleure qualité. Mais il y en a encore. Moi, dans ma ville, j'ai vraiment pas de mal pour louer parce que je propose un standing propre. Il y en a encore qui louent des cages à lapins, des meubles en bois dégueulasses. Et une fois que tu as le bon emplacement, tu n'as pas nécessairement besoin de faire du haut de gamme. Tu vas trouver ton locataire en faisant du standing normal, moyen. Tu vas le trouver ton locataire. Et généralement, grâce à l'emplacement, tu vas pouvoir louer plus cher. Donc voilà, il faut comprendre les différents, les différentes centres de profit que tu peux jouer, sur lesquels tu peux jouer, et ça va te permettre de générer de l'argent. Et une fois que tu arrives à comprendre ça, les choses que tu peux bouger, moduler pour pallier, entre guillemets, cette hausse des taux, bah c'est là quand tu passes, c'est grâce à ça que tu vas passer du mindset de consommateur à investisseur. Parce que le mindset de consommateur, c'est quoi? C'est ce qui amène les gens à penser que l'augmentation des taux, c'est un facteur de rupture. Que les gens se disent ah non, ça peut pas fonctionner, t'as vu combien ça rembourse, ah, c'est pas possible, l'immobilier c'était mieux avant, etc., etc. Alors que si les gens comprennent réellement comment l'immobilier fonctionne, eh ben, ils vont en profiter, ils vont apprendre et voir au-delà du taux d'intérêt. Et même si une opération n'est pas tip-top, ils vont essayer de trouver des solutions rentables pour essayer de compenser cette hausse. Et dites-vous que c'est durant les crises que les plus riches sont encore plus riches. Ils en profitent parce que eux, ils ont ce mindset à long terme. On va voir un peu autre chose. C'est, comme je vous l'ai déjà dit, le cash flow projeté d'un bien locatif est basé sur les loyers d'aujourd'hui et non sur ceux de demain. Et le problème, c'est que n'oubliez pas que les loyers augmentent pour deux raisons, l'appréciation et l'inflation. Ton loyer que tu louais 500 € en 2010, je suis sûr et certain, sauf si tu n'as pas, et encore, parce que tu peux augmenter tes loyers au fil des ans, mais imaginons, sauf si tu as gardé le même locataire depuis 2010 jusqu'en 2022 et que tu n'as pas modifié tes loyers, effectivement, ton loyer de 500 € il sera encore à 500 €. Par contre, si entre-temps tu as eu des switches de locataires, ton loyer de location que tu avais en 2010 qui était à 500 € mensuels, maman a coupé que ton loyer n'est plus à 500 € en 2022. Parce que du fait de l'inflation, ton loyer a augmenté. Et devinez quand même, ce qui n'augmente pas avec le temps, et qui n'est pas affecté par l'appréciation ou l'inflation, c'est le paiement du prêt. Lorsque tu as un prêt à taux fixe, ton remboursement, il vaut toujours 500 €. Que tu sois en 2000, 2010, 2020, ton prêt vaudra toujours 500 € par mois.
Ça signifie que plus le temps passe et plus ton écart de trésorerie va croître tout au long de la durée de vie de ton bien locatif. Au fur et à mesure que tu vas augmenter tes loyers, même si tu n'augmentes pas, euh, comment dire, violemment, entre guillemets, entre deux switches de locataires, mais tous les mois, tu peux appliquer cette revalorisation des loyers. C'est pas grand-chose, mais si tu prends cumulé sur une certaine période, ça commence à faire pas mal d'euros. Donc moi, je vous donne un cas perso. J'avais un bien avec un loyer à 420 euros il y a 5 ans, à peu près. Et bah aujourd'hui, ce même logement, alors, il a quand même été rénové, etc., d'accord? Mais aujourd'hui, je suis passé d'un loyer de 420 euros il y a 5 ans à un loyer à 530. Donc on a quand même, ça fait quoi? Ça fait 110 euros de différence. 110 euros, c'est pas négligeable. Pourtant, mon remboursement de prêt, il est strictement pareil. Donc, effectivement, j'ai fait croître un peu cette différence. Maintenant, on va parler des dépenses. Les dépenses telles que l'impôt foncier, l'assurance, tout ça, effectivement, ça peut augmenter avec le temps, mais il est quand même peu probable qu'elles augmentent à un rythme proche de celui des loyers. Je vais quand même mettre, je vais quand même mettre des hauts là, des guillemets, parce que ces derniers temps, on a quand même eu quelques chamboulements dans les impôts fonciers, etc. Ils ont augmenté un peu plus que d'habitude, il est vrai, mais dans l'ensemble, vous verrez que vos loyers continueront d'augmenter, et plus ils augmenteront, plus ils vont s'éloigner de plus en plus de votre prêt bancaire. Donc, plus le temps passe, et plus tu dois être, comment dire, j'arrive pas à expliquer en parlant, mais voilà, plus il croît, ça devient un peu des intérêts exponentiels. Si tu gardes ton bien locatif 20 ans, normalement, au bout de 20 ans, tu dois avoir une sacrée différence entre ton remboursement de prêt et sur tes loyers, par rapport à ce que tu avais à la base. Maintenant, j'ai mis l'accent un peu sur le long terme. Il y a des choses quand même proactives que vous pouvez faire, et même que je vous dirais que vous devez faire, pour créer plus de valeur plus rapidement. Je vous en ai déjà parlé, il n'y a pas de secret, mais ça va être l'amélioration du bien. Plus votre logement est désirable, plus il va générer de la valeur. Et plus il générera encore plus de demandes. C'est un cercle vicieux. Plus tu fais quelque chose de qualité, plus les gens veulent, et plus tu vas avoir de demandes, et plus tu vas pouvoir augmenter ton loyer, etc. etc. Et c'est la même chose pour une fois que tu rentres dans ce cercle vertueux, bah, les autres centres de profit, ils vont eux aussi se lancer d'eux-mêmes au fil du temps et va augmenter la valeur. Les loyers vont être augmentés et tu peux faire également plein de choses pour comment dire, augmenter la désirabilité de ton logement. Tu peux forcer ces augmentations plus rapidement, pardon. Et le moyen le plus élémentaire, ça va être d'améliorer le logement en passant d'un état flingué, un état délabré, à un logement refait à neuf. Lorsque tu améliores un appartement, tu le rends plus agréable, tu le rends plus attrayant. Et automatiquement, tu augmentes non seulement la valeur globale de ton bien, mais en plus de ça, tu vas pouvoir demander des loyers plus élevés. Un autre point que vous pouvez aussi, que vous devez ne pas oublier, c'est le refinancement de votre prêt bancaire. N'oubliez pas que vous n'êtes pas lié à ce taux d'intérêt plus élevé pour toujours. Les taux d'intérêt bancaires fluctuent, comme les biens, comme les loyers, etc. Si le taux d'intérêt baisse, plus bas que celui à laquelle vous avez initialement souscrit, eh ben vous pouvez faire acheter votre prêt à un taux d'intérêt inférieur. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, il n'y a pas, c'est pas une garantie que les taux vont baisser, mais si jamais ils le font, vous pouvez le faire et vous pouvez augmenter par conséquent votre cash flow. Pourquoi s'en priver? J'ai parlé de l'emplacement, on va revenir un peu dessus, mais c'est pas la première fois que on parle de l'emplacement d'un bien locatif. Dans l'immobilier, c'est la règle inébranlable. Emplacement, emplacement, emplacement. Maintenant, pour vous assurer un potentiel maximal d'appréciation, tu peux prendre encore des mesures encore plus stratégiques quand tu analyses des quartiers, quand tu arrives à identifier des zones avec une chance extrêmement élevée d'appréciation, des forces comme la gentrification. La gentrification, c'est quoi? C'est un processus qui va permettre à la population d'un quartier populaire de faire place à une couche sociale plus aisée. Il y a des zones comme ça, tu sais pas pourquoi, un peu de rénovation de la mairie, on fait un truc propre, etc.
Et puis naturellement, il y a une autre couche sociale qui prend place et qui fait monter un peu le prix du marché, etc., etc. On a également la croissance démographique, on a la croissance de l'emploi. Tout ça, ça va permettre d'augmenter les valeurs de ton bien, les valeurs de tes loyers, etc. Bien sûr, attention, hein, parce que miser uniquement sur la gentrification, c'est comme pour toute appréciation, hein, c'est de la spéculation. Parce que ce que tu cherches à savoir, c'est vraiment apprendre à identifier les zones susceptibles de connaître une gentrification, mais tu dois également avoir un plan d'urgence au cas où ça ne se produit pas. Parce que imaginons tu achètes dans une zone pas ouf, un peu mal famée, et puis tu te dis, ouais, dans 5 ans, la mairie, ils ont voté ça, dans 5 ans, là, c'est sûr, ça explose. Et que tu te rends compte, au fait, au bout de 5 ans, c'était que des paroles en l'air, et au contraire, ton quartier, bah, il dépérit. Au fil du temps, putain, les poubelles par terre, tu rentres, tu marches dans la rue, ça pue, etc. Il te faut un plan d'urgence. Parce que si jamais ça n'arrive pas, ton plan, ça reste un plan. Si ça n'arrive pas, tu te retrouves avec un bien sur les bras qui va certainement perdre de la valeur. Donc il faut toujours avoir un plan de secours, un plan d'urgence. Si jamais ton plan initial ne se produit pas. Bon, je vous ai parlé de l'inflation. L'inflation, ok, ça a un impact négatif sur la plupart des domaines de vie. Mais si vous avez écouté plusieurs podcasts, je vous ai expliqué que le seul endroit où l'inflation est bénéfique, c'est l'immobilier locatif. Avec vos remboursements bancaires à taux fixe, vos mensualités restent les mêmes toute la durée du prêt. Peu importe ce qu'il advient de la valeur de l'euro, vous remboursez le prêt en euros d'hier, mais pas de demain. Et l'euro d'aujourd'hui n'aura absolument pas la même valeur que l'euro dans 20 ans. Comparez l'inflation au taux d'intérêt du prêt. Il y a de nombreux économistes qui soutiennent que les intérêts que vous payez sur une durée d'un prêt à taux fixe de 20, 25 et même 30 ans, même si ces prêts se font de plus en plus rares, ils seront toujours inférieurs aux frais de paiement du même bien avec les euros d'aujourd'hui en raison de l'inflation. C'était une phrase un peu technique, mais grosso modo, pour faire simple, c'est les euros que tu souscris quand tu fais un prêt là maintenant en 2023, eh ben 7 euros vaudra probablement moins que l'euro que tu rembourseras dans 20 ans. Donc au final, ton euro dans 20 ans vaudra plus cher et donc tu rembourseras ton bien moins. Tout ça dû à l'inflation. Pour conclure cet épisode, je vais vous donner quand même quelques clés à retenir parce qu'il serait facile de résumer cet épisode en faisant croire que si tu t'accroches à un bien locatif pendant X années, ça sera hyper rentable, peu importe tes dépenses aujourd'hui, tout va se transformer en argent plus tard, tu verras. Non, ça serait vraiment, vraiment facile de résumer comme ça, et ça serait dans tous les cas pas vrai pour tous les biens, pas vrai pour tout le monde. Parce que tous les biens locatifs ne sont pas rentables. Tous les biens locatifs ne seront pas rentables. Et il y a de nombreux facteurs qui peuvent remettre en question les différents centres de profit qu'on a vus. En particulier, il est important quand même de rappeler que la spéculation, ça reste de la spéculation. Ça ne se déroule pas toujours et tu devrais éviter au maximum, du moins le plus souvent possible, les suppositions. Parce qu'avec des si, on refait le monde. Mais l'objectif de cet épisode, c'était pas de vous induire en erreur et de vous faire croire que tout ce que vous allez faire sera bien, sera rentable, etc. Mais plutôt de vous montrer comment regarder, comment analyser les opérations locatives potentielles en comprenant en fait qu'un taux d'intérêt est plus élevé, bah, ça ne va pas manger autant que ce que vous pensez votre argent. Il est important d'être éduqué. Par exemple, si vous croyez qu'un taux d'intérêt élevé peut être un taux d'intérêt normal, parce que peut-être que les taux d'intérêt que vous croyez normaux, 1,5, 2, eh ben, c'est peut-être pas un taux d'intérêt normal en réalité. Peut-être qu'un taux à 4, ça c'est un taux normal. Parce que nous, on s'est habitué à avoir des taux d'intérêt historiquement bas. Et on a été gâtés. J'espère que la plupart d'entre vous en ont profité.
Mais le problème, c'est que tout ça, ça nous a induit en erreur en pensant qu'on peut être uniquement rentable que si on a des taux d'intérêt stupidement bas sur nos prêts. Et je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, que moi j'ai pas connu, mais les plus anciens ont connu, les taux d'intérêt étaient à plus de 6%. Et qu'il est pas rare à l'heure d'aujourd'hui de trouver des taux à plus de 10, 11, 14%. Donc, pour conclure, si le taux d'intérêt continue de vous stresser, il y a une solution pour vous les amis, c'est envisager à mettre peut-être un peu plus d'apport dans vos projets afin de diminuer votre paiement mensuel. Et peut-être que c'est une solution viable pour ceux qui sont en PLS de voir des taux à 3%. C'est une idée parmi tant d'autres. Bon voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, je vous le répète, mais laissez votre note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, le petit commentaire sur Apple Podcast, mais également sur Spotify. Je ne sais pas si on peut mettre un commentaire, mais n'hésitez pas. Où vous pouvez noter, mettez les amis. Vous pouvez aussi me partager sur vos réseaux sociaux. Instagram, vous pouvez me taguer, je me ferai un plaisir de vous retaguer. Je vous rappelle la formation qui est toujours disponible pour vous gratuitement. Vous retrouvez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Voilà les amis, dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.